Merci beaucoup. Beaucoup de plaisir d'animer cette table ronde. Beaucoup de plaisir d'avoir également une présence féminine. Ce n'est pas le cas dans toutes les tables rondes, mais bon, voilà. C'est dit. Mais on progresse. Donc on a vu effectivement à l'instant des expériences de coopération. Donc on était sur le terrain, sur le concret, et là on va passer à un niveau plus politique, puisqu'on va essayer de faire une analyse comparée des systèmes, des politiques de coopération dans différents pays, donc qui vont être représentés par nos intervenants. Donc le docteur Régent Hébert, qui donc est ancien ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, qui nous parlera donc du Québec et peut-être un peu d'Amérique du Nord. Cédric Arcos, donc ambassadeur du système de santé danois. Donc Cédric nous dira peut-être ce que c'est un ambassadeur, mais qui est par ailleurs DGA du Conseil régional d'Île-de-France. Le docteur Jean-Louis Vaez-Oliveira, expert en santé, qui a beaucoup bourlingué, ancien directeur international de Général de Santé, ancien directeur de l'UGCAM, donc il nous parlera de l'Italie, de la Suisse, et puis on le verra dans un instant de son expérience récente en France sur le terrain. Et puis Laurine Jeune, avocate associée du cabinet Oudard, qui donc fera à chaque fois un parallèle avec ce qui se passe en France. Voilà. Pour commencer, ça nous a semblé quand même important de revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers 20 mois, donc sur la crise sanitaire, pour voir finalement comment l'organisation des acteurs, la coopération des acteurs est intervenue dans la manière dont chaque pays a traité la crise sanitaire, et on va le voir avec effectivement des situations un peu différentes selon les pays. Et pour commencer, je voudrais donner la parole à Régent Hébert, qui effectivement, dans l'échange qu'on a pu avoir, était assez sévère sur ce qui s'était passé au Québec avec un taux élevé de décès, une hécatombe, puisque c'est le mot que vous aviez employé, et puis une coopération présumée, et il va nous expliquer pourquoi. Bien, merci beaucoup. Habituellement, quand je suis invité dans des colloques internationaux comme ceux-là, c'est pour présenter les bons coups, présenter des innovations, des choses qui ont bien marché. Et là, aujourd'hui, je suis obligé de vous parler de ce qui n'a pas bien marché, ce qui a été une catastrophe au Québec. Lors de la première vague de la pandémie, on a un triste record mondial au Québec en termes du nombre de décès par la pandémie, 721 par million, ce qui est largement supérieur au reste du Canada, qui était en bas de 200 par million. La France était à 500 par million. On a vraiment un record mondial. Et pourquoi? C'était surtout des vieux et des vieilles, et c'était surtout des personnes qui étaient en centre d'hébergement, ce que vous appelez les EHPAD. En centre d'hébergement, au Québec, un résident sur 10 est décédé de la COVID pendant la première vague. 1 sur 10. Essayez d'imaginer en France, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous aviez 2,2% en France de décès dans les EHPAD dans la première vague, on en avait 5 fois plus que vous. Ça a été une hécatombe. Une hécatombe parce qu'il y avait déjà, avant la COVID, des conditions qui ont favorisé cette catastrophe. Des conditions qui sont liées à, je dirais, une illusion qu'en fusionnant des établissements, on allait améliorer l'intégration et la coopération. Et ça, c'est une illusion. Et avant d'être ministre et après, je suis un chercheur en organisation des services de santé, notamment pour les personnes âgées, et on a des données probantes là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on intègre des structures qu'on intègre de façon fonctionnelle les services aux personnes. Et ça, c'est assez bien démontré. Alors, nous, on a poussé ça à l'extrême. C'est-à-dire, la réforme de 2015, si je peux vous me permettre une comparaison, c'est comme si, en France, les ARS devenaient la direction de tous les établissements sanitaires
médico-sociaux et sociaux d'un territoire. Alors, imaginez que vous avez une seule structure avec un PDG qui répond du ministre, et cette structure-là gère tous les hôpitaux, gère toutes les EHPAD, gère les centres jeunesse, gère les services de première ligne, gère les services de santé mentale pour la population d'un territoire donné. C'est ça la réforme de 2015 au Québec. Et bien sûr, ces établissements, qu'on appelle les centres intégrés de santé et de services sociaux, et l'objectif du ministre à l'époque était l'intégration des services. Ce qu'on s'est aperçu avec la pandémie, c'est qu'au début de la pandémie, on a priorisé l'hôpital. On a vu ce qui se passait en Lombardie notamment et ailleurs. Et donc, on a priorisé l'hôpital, on a libéré des lits, on a transféré des malades vers les centres d'hébergement. Et les centres d'hébergement se sont retrouvés dans l'angle mort de la pandémie. Et on a donc favorisé, avec ces transferts, avec la mobilité du personnel, on a favorisé les éclosions et la propagation de la COVID. Et ça a été littéralement un incendie. Et dans certains, je vous dis 10 %, là, ça c'est la moyenne. Il y a des centres d'hébergement où c'était plus de 50 % des résidents qui sont décédés lors de la première vague. Une catastrophe sans nom. Et donc, on voit que dans une perspective ou dans une vision d'intégrer l'ensemble des acteurs dans une même structure, qui est devenue des structures très hospitalo-centrées, hein, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, dans ces structures-là, c'est l'hôpital qui domine, c'est l'hôpital qui attire les soignants, c'est l'hôpital qui attire les budgets et le financement. Et donc, on a derrière d'autres établissements, notamment médico-sociaux, comme les centres d'hébergement ou encore, je ne vous parlerai pas des soins à domicile, qui sont faméliques maintenant. Mais cette intégration à l'extrême a eu des conséquences dramatiques lors de la pandémie et je vous assure que c'est une réforme dont on n'a pas fini de subir les conséquences. Et vous savez, c'est difficile de sortir d'une réforme comme celle-là. C'est comme essayer de remettre la pâte à dents dans le tube ou de retransformer le cornichon en concombre. C'est pas simple. Et je ne voudrais pas être dans la peau du ministre de la Santé actuel parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces structures qui ont provoqué une perte de culture dans les établissements? Hein? Vous savez, les employés sont attachés à leur établissement et lorsqu'on fusionne tout ça, il y a une perte de sens, une perte de culture. Les employés peuvent aller d'un établissement à l'autre au gré des postes qui s'ouvrent. Et donc, ça a eu des conséquences dramatiques. Tout ça pour vous dire que la coopération poussée à l'extrême peut avoir des conséquences néfastes. Est-ce que la situation, j'imagine que non, a été identique au Canada ou est-ce que vraiment on a eu cette situation très critique au Québec? Alors, si on a eu 10 000 morts en tout là, depuis la pandémie au Québec, si on applique le taux de mortalité du Canada à la population du Québec, on aurait dû en avoir 3 000. On a eu 7 000 morts de trop. 7 000. Et je vous parlais des centres d'hébergement. Il y a eu aussi des décès importants dans les résidences pour aînés, qui sont des grands groupes. Et ça, le Québec est assez particulier là-dessus. Au cours des 10 dernières années, il y a eu une prolifération de ces résidences pour aînés où on rassemble dans un même lieu, que ce soit des résidences privées ou encore des HLM au niveau public, les personnes âgées. Puis on voit qu'on veut leur apporter la sécurité, mais on voit que ces lieux-là ont été des lieux de catastrophe. Alors, nous avons été au Canada l'épicentre d'une catastrophe et je pense que l'organisation de nos services de santé suite à la réforme de 2015, mais ça avait commencé aussi à la réforme de 2003 où on avait fusionné les hôpitaux, les EHPAD et les établissements, les CLSC, les centres locaux de services communautaires, dans une même localité. C'est à partir de ce moment-là que
les EHPAD, les CHSLD, comme on appelle chez nous, ont perdu leur conseil d'administration, ont perdu leur direction propre et ont perdu leur culture aussi. Et donc, depuis 2003, première réforme, avec en 2015, non seulement on a aggloméré aussi les centres de réadaptation, les centres jeunesse dans ces gros consortiums, et on les a agglomérés pour toute une région. Alors, il n'y en a plus que 24 au Québec, des établissements qui ont ces multiples missions. Très bien. Cédric Arcos, donc Danemark. Efficacité, réactivité, comment ça s'est passé ? Merci beaucoup Dominique, merci à Didier pour cette invitation et puis pour nous réunir à nouveau. Peut-être un petit mot sur ce qu'est effectivement un ambassadeur du système de santé danois. Je n'ai pas vraiment le look danois, ça n'aurait échappé à personne. Simplement, j'ai la chance effectivement depuis maintenant 5 ans d'avoir été choisi par le gouvernement du Danemark qui a mis en place dans un certain nombre de pays, une dizaine de pays, des honorables correspondants qu'ils appellent des Healthcare Denmark Ambassadors, des ambassadeurs de leur système de santé, avec l'idée de créer des liens entre le monde de la santé français et le monde de la santé danois. Et puis c'est la même chose dans les différents pays. Donc l'idée, c'est de participer à la vitalité des coopérations en matière de santé. Donc c'est à ce titre-là que je me livre à cet exercice ce matin. Alors, ce qui est toujours intéressant, et on peut le dire parfois un peu agaçant, on le disait en préparant cette table ronde avec le Danemark, c'est que effectivement, on les range assez rapidement dans la case des bons élèves. Population de 6 millions d'habitants, 2600 décès sur la totalité de la période, moins de 300 000 cas de Covid, et effectivement des confinements alors à la fois assez rapides dans la prise de décision, mais avec une levée de restrictions qui a été totale. Pour ceux qui ont eu la chance de se promener à Copenhague, je crois que ça a été votre cas, Dominique, récemment. C'est assez impressionnant de voir à quel point le retour total à la vie normale a été possible. Alors, quand on regarde un petit peu les raisons de alors je ne sais pas si on peut dire que ce succès, mais en tout cas de cette gestion plutôt efficiente de la crise, il y a plusieurs éléments. Je crois qu'il y a un premier élément qui est un élément culturel qui est vraiment pas à négliger et qui pour le coup ne pourrait pas se résoudre par une nouvelle réforme hospitalière. C'est l'ingrédient de la confiance. Les Danois sont un peuple qui ont confiance dans leurs gouvernants, au pluriel, au sens du terme, et le mot de défiance qui chez nous a quand même, je le crois, caractérisé beaucoup cette crise, défiance dans les institutions, défiance dans les vaccins, défiance dans la science d'une façon générale. Eh bien, c'est quelque chose qui est très peu présent au Danemark, et effectivement, ça a beaucoup aidé le respect par la population des décisions lorsqu'elles ont été prises et une certaine compliance quelque part sur la réaction face à la crise. Et ensuite, il y a des éléments, effectivement, là encore une fois, très conjoncturels, c'est la rapidité des décisions. Le Danemark a fermé très vite ses frontières, n'a pas hésité à le faire, a confiné très vite, ce qui fait qu'effectivement, la propagation a été limitée assez rapidement. Plus fondamentalement, il y a des éléments qui me paraissent extrêmement intéressants et qui renvoient un peu à l'organisation même du système de santé danois et à notre thème de réflexion sur les coopérations. Le système de santé danois est vraiment un système, moi ça me frappe à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec le Danemark, c'est vraiment un système basé sur la coopération poussée quelque part un peu à l'extrême, mais peut-être sans les caricatures que vous pouviez tout à l'heure évoquer. Premier élément, c'est vraiment la coopération territoriale. Le Danemark a fait le choix de la régionalisation. Alors ça peut paraître étonnant, c'est un petit pays, 6 millions d'habitants, et pour autant, pour des raisons de santé, ils ont choisi de régionaliser. Ils ont créé 5 régions avec l'idée de leur confier les clés du système de santé et d'avoir une gestion de grande proximité. Et cette gestion territoriale, effectivement, donc, qui a eu lieu par une grande réforme en 2007, elle permet aujourd'hui finalement d'avoir un État central qui est très présent, mais qui est garant vraiment du long terme, de la gestion de crise, du pilotage, on va dire un peu stratégique, de la projection du système dans l'avenir,
et d'avoir à l'inverse une organisation un peu concrète qui est très adaptée en fonction des territoires, puisqu'effectivement ce n'est pas la même chose, pas les mêmes problématiques à Copenhague ou dans les autres régions danoises dans lesquelles la densité de population ne va pas être du tout la même, dans lesquelles on va approcher le Grand Nord, et effectivement ça donne quand même une certaine souplesse, une flexibilité à ce système. L'autre élément de cette coopération territoriale, c'est qu'on a reconnu au territoire un véritable rôle. C'est-à-dire que les municipalités et les régions intègrent la santé dans l'ensemble de leur politique. Autrement dit, le territoire se veut comme un territoire bienveillant pour la santé, avec, notamment pour les questions d'autonomie, mais même de prise en charge de santé, des choses qui vont assez loin sur la conception des villes, sur la manière effectivement dont on va penser les systèmes, penser la proximité, l'autonomie. Et pendant cette crise, effectivement, par rapport à la question du grand âge, il y a eu une proximité immédiate qui a permis d'agir et d'éviter à la fois l'isolement des personnes et puis leur prise en charge. Sur le deuxième élément de coopération, qui est vraiment très important, c'est la coopération entre la ville et l'hôpital. Et là, effectivement, sur des systèmes avec le système français qui ne sont pas comparables, mais cette coopération, elle a vraiment joué son rôle, c'est-à-dire que tout n'est pas arrivé à l'hôpital et que la médecine de ville, si on peut l'appeler comme ça, a vraiment joué son rôle, et qu'à l'inverse, les hôpitaux universitaires ont vraiment été mis à leur place d'établissements de référence qui n'ont pas eu à gérer l'intégralité du système. Et puis, dernier élément de coopération, qui est vraiment fondamental et très, très frappant pour un Français qui est élevé quelque part, en particulier dans le public, sur la notion de conflit d'intérêts, de respect des places de chacun. C'est une coopération totalement assumée, décomplexée, mais je pense à bon niveau, public-privé. Alors, on parlait tout à l'heure avec le groupe San Donato, effectivement, on voit bien la pertinence de cette coopération, mais ça va également sur la coopération industrielle, où le Danemark assume de faire de ses industries des champions de la recherche et des champions de l'exportation de son modèle. On connaît un peu des grands leaders, Novo Nordisk, Coloplast, Léo Pharma, etc., qui sont un peu les grands leaders, qui sont totalement intégrés et qui sont un peu considérés comme les fers de lance et comme un élément partie intégrante du système et pas à part, à côté, ou des gens qu'il ne faut absolument pas fréquenter. Bref, tous ces éléments-là, ça dessine un système de santé qui est très intégré et qui, je le crois, a permis, au-delà des éléments culturels qui sont vraiment fondamentaux, au Danemark de plutôt bien absorber cette crise et en tout cas d'en sortir, je le crois, pas affaibli, et avec même pour le gouvernement, c'est un gouvernement socio-démocrate qui est en place, de ressortir avec un gain de cote de popularité qui n'a pas été la caractéristique absolue dans l'Europe ou même dans le monde occidental. Tous les gouvernants sont un peu arrivés fatigués ou essoufflés par cette épidémie. Ça n'a pas été le cas, et je crois vraiment, moi, que cette notion de coopération, elle a été extrêmement importante. Merci. Jean-Louis, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vous parlent. Donc, pour à la fois votre expérience suisse, italienne, et puis ce que vous allez nous raconter, votre expérience de terrain, puisque vous vous êtes mis au service d'un établissement hospitalier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet ? Alors, d'abord, que j'ai envie de travailler au Danemark. Oui. Je dirais, c'est vraiment cohérent. J'ai été travailler à Poissy comme vieux médecin, donnant un coup de main pour quelques semaines, et en fait j'ai passé 1 an et demi dedans, et j'étais un peu choqué de l'état de décomposition de l'hôpital public de Poissy, qui ne tient que par la bonne volonté des équipes soignantes. Sur les choses qui m'ont choqué par rapport au système que je connais, suisse et italien, ça a été 2 choses. D'abord, l'a priori vis-à-vis des autres acteurs de santé. À l'hôpital de Poissy, il était très difficile de transférer un patient vers un privé. C'est quand même assez ahurissant. On manquait de lits, mais il ne fallait pas transférer dans le privé. C'était un non-dit, mais dans les faits, c'était ça. Et c'est aussi bien un privé lucratif qu'un privé non lucratif, ce qui n'a aucun sens. Ça a beaucoup bougé en 18 mois, et il y a eu, je dirais, une flexibilisation du système qui a permis ensuite de collaborer avec le privé et le public, et avec des connaissances inter-médecins qui permettaient de fluidifier les choses. Mais le système, au début, était un système bloqué. La deuxième chose, et ça je rejoins le Danemark, c'est qu'aussi bien en Italie qu'en Suisse, on a des systèmes fédéraux, donc des systèmes avec des régions autonomes.
des régions où le ministre de la Santé a une responsabilité totale, c'est-à-dire que d'un côté, il est responsable de la santé de son territoire, mais aussi du côté financier, imposition, puisque les financements cantonaux sont des financements locaux, donc si ça dérape, c'est des impôts en plus. Et en Italie, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un budget alloué à une région au niveau national, qui ensuite, s'il dérape, va être compensé par des impôts locaux, ce qui porte le politique local quand même à essayer d'être attentif à la gestion. Pourquoi c'était quelque chose d'important? C'est parce que ça permet d'adapter la solution à la réalité du terrain. Vous ne pouvez pas traiter Genève comme vous traitez le canton du Valais. Genève, c'est une grande ville, avec des problématiques spécifiques de grande ville. Le canton du Valais, c'est de la montagne. L'offre de soins est différente d'un endroit à l'autre. À Genève, il y a une surabondance d'offres de soins, dans le Valais, c'est beaucoup moins. Donc, on ne peut pas faire la même politique. Et il n'y a qu'en France où on pense qu'à Paris, on va décider de ce qui se fait partout. Et je trouve que ça, c'est un atout des systèmes fédéraux. Et en conséquence, quand il y a eu l'épidémie Covid, en Suisse, ça a été très rapidement mis en place, alors avec des défauts, hein, comme toujours, mais au moins très rapidement, sans a priori, avec l'ensemble des acteurs publics, privés, qui ont été mis dans la course, chacun soyait jouer un rôle. L'un prenait les patients Covid, l'autre prenait les patients non Covid, le troisième fermait et envoyait son personnel au CHU pour renforcer les équipes, mais au moins ça a été très clair, très rapide, sans a priori. Merci. Alors Laurine, quel regard sur la France et Oui, je vais parler de ce que je connais, la France. Alors, ce qu'on peut dire pendant la crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a eu un développement, il y a eu beaucoup de coopérations qui ont été mises en place à une échelle vraiment très locale. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas forcément fondé sur les coopérations très institutionnalisées qui étaient là, qui préexistaient. Et c'est vrai que les questions juridiques, financières, on ne se les est pas posées parce qu'on n'avait pas le temps, on était dans l'urgence. Les questions sont venues après. Et je pense que ça rejoint aussi peut-être votre expérience que vous avez vue à Poissy, c'est que pour beaucoup, finalement, ces coopérations, elles ont un peu reposé sur politique de la débrouille. C'est-à-dire que c'est le directeur de l'établissement A, son chef de service, bref, une personne ressource dans un établissement qui connaissait son homologue à la clinique ou à l'hôpital d'en face et qui l'appelle pour lui demander est-ce que tu as du matériel à me prêter, des équipes à mobiliser pour me venir en aide. Et ça a quand même plutôt bien marché. Et tout ça pour dire que la coopération, parce qu'elle était nécessaire, elle était presque naturelle, elle a d'abord et avant tout, en tout cas en France, mais ça a peut-être été pareil ailleurs, été une coopération d'individus, avant même d'être une coopération de structure. Et c'est pour ça que les différents clivages publics, privés, lucratifs, non lucratifs, libéral, finalement, en tout cas au départ, pendant la crise, ils n'ont pas existé. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quels enseignements on va tirer de tout ça. Parce que la coopération, dans un contexte d'urgence, on sait que ça fonctionne. Maintenant que les choses, on sort un petit peu de ce cadre-là, il ne faudrait pas qu'on revienne en arrière et qu'on refige les modes de fonctionnement. Et il y a quand même un enjeu majeur que chacun connaît, qui était préexistant à la crise sanitaire. Hein. La crise a fait que mettre en lumière, c'est celui de la pénurie des compétences. On parle beaucoup du manque pour recruter, difficulté de recruter les infirmières, mais ça touche finalement plein de professionnels. Et la question, puisque la coopération quand même tourne grâce aux individus, ça va être comment est-ce qu'on va faire pour que des individus de statuts différents, et là on revient sur les différences aussi publiques-privées, d'horizons et même de cultures différentes, vous avez beaucoup parlé de culture, mais je pense que c'est très vrai, comment est-ce qu'on va faire pour les faire coopérer, les faire adhérer à un projet commun? Alors il y a des aides financières qui sont mises en place, on a plein d'outils juridiques, mais c'est peut-être pas la solution. Et je pense que, en tout cas, l'enjeu, ça va véritablement être celui-ci pour les prochains mois. Alors, on est quand même frappé par les volontés réformatrices des États, hein, qui toutes vont dans le sens de développer la coopération, la fluidité entre les prises en charge, bon, tout ça dans un souci de parcours et de qualité de parcours. Et par rapport au Québec, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment une réforme qui se voulait intégrative et qui, finalement, en disant, en centralisant la décision
ça devait générer de la coordination, le souci de prendre en compte l'intégralité de l'offre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est un peu un paradoxe de voir comment finalement une volonté de coopération entre les acteurs, elle n'est pas du tout passée par là où on pensait qu'elle devait aller. Ben, ça m'amène à vous parler un peu du système canadien ou québécois. En fait, comme le disait Luc Boileau hier, il n'y a pas un système de santé canadien, il y en a 13 pour les 10 provinces et les 3 territoires, parce que la santé, c'est une responsabilité provinciale. Dans les années 60, le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place un système de santé canadien et il l'a fait en utilisant son pouvoir de dépenser, c'est-à-dire il a dit aux provinces, si vous respectez un certain nombre de conditions et de principes qui sont l'universalité, la couverture de tous, l'intégralité, tous les services médicalement nécessaires, la transférabilité d'une province à l'autre, la gestion publique et l'accessibilité, si vous satisfaisez ces 5 critères-là, je vais mettre la moitié du financement. Et c'est ce qui a amené les provinces, fin des années 60, début des années 70, à instaurer un système public sur une base beveridgienne, c'est-à-dire c'est l'impôt sur le revenu qui finance. Alors l'État est le financeur, le seul, l'État est le gestionnaire et l'État est le prestataire. Alors il n'y a pas de privé dans notre système de santé, c'est un système exclusivement public. Alors à partir de ça, donc il y a eu dans les années 70-80 toute une vague de décentralisation, de régionalisation des services de santé. Et à partir, comme je le disais tout à l'heure, de 2003, première réforme où on veut donc fusionner les EHPAD, les centres locaux de services communautaires et les hôpitaux dans un seul centre de santé et de services sociaux. Il y en avait 95. Et cette expérience a montré que l'intégration fonctionnelle n'est pas vraiment garante de l'intégration structurelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez un établissement qui a ses différentes missions, on continue à avoir des tuyaux d'orgue ou des silos avec un problème de communication, de coopération entre les différentes missions de l'établissement. Et ça s'est accentué en 2015, comme je le disais, avec la grosseur des établissements. On a eu il y a des établissements qui sont les principaux employeurs de toute une région. C'est vraiment assez impressionnant. Sur l'île de Montréal, vous avez 5 de ces établissements-là, mais dans chacune des autres régions, habituellement, il y a un seul établissement qui couvre l'ensemble de la région. La région des Cantons de l'Est, celle où j'habite, couvre tout le territoire et entre une extrémité et l'autre du territoire, il y a 2 heures de route, 2 heures et demie de route. Et donc, c'est un territoire qui est très vaste, avec des particularités locales qui sont très différentes. Donc, cette volonté d'intégrer davantage le réseau public, on n'a pas intégré le réseau privé, là, c'est vraiment le réseau public, a fait en sorte qu'on a poussé on a poussé la note jusqu'à une fusion de l'ensemble des établissements et je pense qu'on a vraiment démontré, comme ça que s'il y avait besoin de démontrer encore une fois, que les fusions d'établissements, au-delà d'un certain nombre, et ça a été bien démontré au niveau des établissements hospitaliers, hein, après 500 lits, là, vous avez une économie d'échelle. Et on commence donc à avoir des coûts supérieurs. Plusieurs études britanniques, notamment américaines, qui ont montré cet effet. Alors, et donc, on voit qu'il y a une limite à ces fusions. Et je trouve intéressant les groupes hospitaliers territoriaux parce que chacun des établissements garde sa culture et là, on accepte de partager sous un parapluie une certaine partie de la gouvernance. C'est un peu le modèle de Prisma. J'ai développé un modèle d'intégration des services au Québec pour les personnes âgées qui est devenu Maya, qui a été utilisé ou développé en France sous les Mayas. Et c'est pas un modèle où on fusionne les acteurs et les institutions.
C'est un modèle où on instaure un mécanisme de coordination entre les acteurs et on partage un certain nombre d'outils d'évaluation, d'outils informatiques et de financement. Et ce modèle-là, on a montré qu'il améliorait l'efficacité et qu'il améliorait surtout l'efficience, c'est-à-dire qu'on faisait plus avec le même financement. Donc, ces modèles de coordination, de concertation, bien sûr, la concertation, ça prend du temps. Hein? Il faut s'asseoir, il faut développer une vision commune, il faut s'entendre, mais ça paye. Parce qu'avec des mécanismes de coordination, on peut vraiment instaurer de la collaboration, de la coopération et améliorer l'intégration des services aux personnes. Cédric, sur la réforme effectivement du système de santé danois, c'est intéressant de constater qu'il y a une volonté à nouveau de graduer les soins et un rôle donné aux mairies de soins primaires, de soins de proximité qui est intéressant et qui est sûrement un gage de réussite dans la prise en charge. Oui, tout à fait. Quand on étudie un peu le modèle, l'exemple danois plutôt que le modèle, la question de la gradation des soins, elle est effectivement extrêmement importante, de même que la gradation des responsabilités. Alors sur la gradation des soins, il y a une réforme à partir de 2007 qui a été menée, qui est assez violente, puisqu'elle s'est traduite par la fermeture des hôpitaux de proximité globalement. Par un investissement assez massif sur les centres de premier recours et puis par le repositionnement des CHU, donc ils ont 5 CHU dans chacune des régions avec vraiment un rôle pivot de coordination des parcours. Donc ça a été fait effectivement un peu à marche forcée avec quand même des difficultés, mais tout ça a quand même été permis, et c'est là le point de nuance extrêmement important et peut-être le deuxième point à intégrer, par un mode de financement qui a complètement accompagné ce système. C'est-à-dire qu'au Danemark, on n'a pas un financement pour la ville, un financement pour l'hôpital, c'est un financement pleinement intégré. Donc c'est un financement populationnel, réellement, qui du coup permet d'éviter toutes les problématiques dans lesquelles aujourd'hui nous on est enfermés un peu en France, de savoir quelle est l'enveloppe de ville, l'hôpital, les charges de chacun, et du coup d'essayer effectivement un système de financement qui à tout le moins ne favorise pas implicitement en coopération et qui est plutôt basé, vous le disiez très justement, sur des volontés individuelles et donc du coup beaucoup de fragilité. Donc ça c'est un point vraiment vraiment capital. Ensuite sur la gradation des soins, la gradation des responsabilités, oui, le système de santé danois assume d'être décentralisé. Ça ne veut pas dire que l'État n'est pas fort, il est extrêmement fort, mais au sens de préparation du système à l'avenir, de régulation. En revanche, on a confié aux municipalités et aux régions le soin d'organiser les détails de ce système, de prendre en compte les particularités des populations, et on a confié très clairement aux municipalités le soin de gérer l'autonomie, le vieillissement des personnes. Alors, ce qui leur permet de créer des nouveaux métiers, d'avoir, encore une fois, ces réflexions urbanistiques auxquelles je faisais référence tout à l'heure, d'avoir également très concrètement intégré dans les services municipaux la mission d'aller vers les personnes, de les entretenir donc à domicile, de les garder à domicile, de faire venir l'hôpital au domicile des personnes, et puis aussi d'investir massivement dans les nouveaux métiers de l'accompagnement et du soin. Donc ça, c'est effectivement des points très importants. Au-delà, moi, il y a quatre règles un peu qui me paraissent, ou 4 enseignements qui me paraissent extrêmement importants quand on aborde un peu le système de santé danois. La première, c'est la confiance, j'en ai parlé tout à l'heure, qui effectivement non seulement est culturelle, mais qui s'entretient clairement un peu au quotidien, qui renvoie un peu à la plasticité du modèle. Ça n'a pas toujours été le cas. La relation entre les Danois et leur système de santé était un peu comparable à celle que vous décriviez tout à l'heure entre la France et son système. C'est-à-dire les Danois ont été poussés à faire cette réforme en 2007 parce qu'il y avait un profond mécontentement des Danois vis-à-vis de leur système, considérant qu'avec un financement public extrêmement important, ils sont à 86% de financement public, on est à 78% ici en France, eh bien ils n'en avaient pas pour leur argent. Et donc il y avait effectivement des services d'urgence saturés, bref, exactement les mêmes problématiques que l'on rencontre ou que l'on connaît dans beaucoup de systèmes et en particulier dans le nôtre. Et donc l'un des ressorts de cette confiance, ça a été de réformer le système. La deuxième règle d'or, entre guillemets, c'est la constance. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai accord
politique et bipartisan au sein du Danemark pour dire que la réforme qui était engagée ne serait pas remise en cause 2 ans après ou aux prochaines législatives, aux prochaines élections. Alors ça paraît une règle simple, mais quand on regarde notre histoire législative des lois de santé, on en est un peu loin, même s'il y a quand même une constance dans les démarches qui sont prises, mais il y a quand même globalement une loi de santé en chantier quasiment tous les 3 ans, quoi. J'exagère à peine, voire même un petit peu moins parfois. Là-bas, ce n'est pas le cas, c'est que vraiment, il y a cet accord partisan sur le fait que pour réussir, il y a besoin de constance dans les décisions et d'implémenter les réformes et de leur laisser le temps de prendre quelque part leur effet. En termes de gradation, il y a un point effectivement qui est important. Je parlais du rôle des CHU, donc un investissement massif, ça a été un point clé, un investissement massif dans le système d'information. Et là, c'est vraiment pas des mots, hein, c'est des actes. Il y a un investissement qui est absolument bluffant en termes de système d'information où tout est numérisé, réellement tout est numérisé, où le DMP fonctionne réellement, est utilisé, où il y a effectivement des applications et des hôpitaux complètement zéro papier. Donc c'est assez impressionnant. Et puis, il y a eu un repositionnement qui est assez intéressant, je trouve, quand on aborde le sujet des lits, qui est un sujet un peu classique, qui est capable d'enflammer n'importe quelle assemblée. La question des lits, en fait, quand on voit que la graduation du système, elle peut être abordée très, très différemment. Je vais juste pris 2 chiffres. En France, 6 lits pour 1000 habitants, 2,5 lits au Danemark pour 1000 habitants. Et sur la question des soins intensifs, 11,6 lits de soins intensifs en France, 6,6 au Danemark, et il n'y a évidemment eu aucun problème de prise en charge. Tout ça veut dire effectivement que des prises en charge précoces, la question de gérer l'autonomie au plus près du territoire, bref, un système de santé intégré, elle peut aussi se traduire en gain d'efficience, et finalement pas toujours à une course à toujours plus d'établissements ou des gros établissements. Et puis la dernière règle d'or, entre guillemets, qui pour à titre personnel me tient particulièrement à cœur, c'est quand même qu'ils ont réussi à faire la différence entre la régulation et l'administration. C'est-à-dire que là où nous, on a un système que moi je considère comme très fortement suradministré, et peut-être pas toujours au bon niveau de régulation, ils ont quand même vraiment fait cette différence avec la conception que le rôle de l'État, c'est de réguler, c'est d'adapter l'offre et la demande et de répondre aux besoins, et que l'administration, au sens strict du terme, devait à la fois être légère et devait surtout être au plus près du terrain. Et c'est vrai qu'il y a une certaine liberté managériale qui est assez intéressante, assez impressionnante, et qui, je crois, permet globalement, alors c'est pas un modèle, il y a un très fort niveau d'interrogation, de challenge sur ce système, mais qui est intéressant parce qu'encore une fois, dans la durée, avec beaucoup de pragmatisme, permet quand même d'avoir des résultats qui sont intéressants, qui ne sont pas parfaits, c'est vraiment pas un Eldorado et un paradis, mais qui en tout cas permettent d'avoir un système qui est assez réactif face à la crise, et ils l'ont démontré. Bon, je crois que Jean-Louis va faire ses valises dès ce soir. Plus sérieusement, ça vous parle. Il faut apprendre le danois, ce qui est quand même ça va peut-être pas être facile. C'est pas facile. Je pense que ça vous parle parce que vous évoquiez la flexibilité, l'adaptation, l'expérimentation pour effectivement réussir les coopérations. Alors, surtout, c'est du pragmatisme. Une petite chose déjà, tout le monde dit la Suisse, ça marche bien parce que c'est riche. Un petit chiffre. La Suisse, les dépenses de santé, c'est 12,2% du PIB. En France, c'est 11%. Le problème est-il un problème de richesse ou de gestion ? Fin de la parenthèse. Par contre, la flexibilité, il y a aussi un élément fort en Suisse, c'est qu'il y a un arbitre. La semaine dernière, le tribunal fédéral suisse a condamné le canton de Neuchâtel pour une conduite inappropriée, parce que le canton de Neuchâtel avait fait une différence de gestion des hôpitaux publics et des cliniques privées. C'est-à-dire, en fait, ils avaient introduit des OCOS pour bloquer le privé et protéger le public. Le tribunal fédéral de Berne a condamné le canton de Neuchâtel. Je pense qu'en France, ça ne serait pas imaginable. Donc, il n'y a pas d'a priori, il y a une fixation de règles. Ces règles, ensuite, sont appliquées localement en fonction des réalités locales, et je pense que c'est un élément important, comme on l'a vu avec le Danemark, avoir des solutions adaptées localement, c'est quelque chose de nécessaire
À ce que je sache, entre Paris, Lyon et la Creuse, il n'y a pas forcément les mêmes problématiques. Or, pourtant, on veut mettre les mêmes règles, ce qui me semble quelque chose de peu cohérent. Alors, Laurine, est-ce qu'on va vers la flexibilité avec les DAC, les SAS, les nouveaux outils qui apparaissent? Alors oui, c'est vrai, Cédric Arcos l'a rappelé, en France, le problème, c'est qu'on démultiplie les réformes. À chaque ministre de la Santé, sa propre réforme. Donc, je ne me suis pas amusée à les compter, mais on pourrait faire cet exercice ensemble. Ils ont quand même ce point commun tous d'essayer de s'inscrire dans cette recherche permanente d'amélioration du parcours du santé, de la prise en charge du patient. Et on a un peu le sentiment aussi que c'est Sisyphe, c'est-à-dire qu'on vient rajouter des nouvelles couches. Effectivement, avec les SAS, la problématique des désengorgements des urgences, il n'est pas nouveau. On a déjà les maisons médicales de garde, par exemple. Mais avec les SAS, on essaye d'avoir un prisme nouveau, puisque l'idée, c'est quand même de faire allier des professionnels libéraux et des hospitaliers dans un même SAS pour réguler et orienter le patient vers tel ou tel service et justement désengorger les urgences. Alors, est-ce que ça va prendre? Ça, le temps nous le dira, parce qu'on est vraiment encore en pleine construction. Mais ce qu'on voit aussi à travers les lois, c'est que souvent, on vient nous poser un principe. Et puis après, c'est vous vous l'appropriez, vous, acteurs du terrain. On a parlé des GHT tout à l'heure. C'est vrai que les GHT, beaucoup ont fait le choix finalement d'avoir un système en termes en tout cas, de gouvernance qui allait plus vers la coopération, même si ce n'était pas dans les projets de texte l'orientation première, on était plus dans une logique de fusion. Et aujourd'hui, vous avez aussi, en tout cas nous au niveau du cabinet, on a beaucoup de dossiers en ce moment d'établissements publics qui fusionnent, parce que le GHT finalement a amené à ça. D'ailleurs, souvent on me dit, bah oui, mais au bout d'un moment on fusionne et qu'est-ce qu'il advient de notre GHT? Parce qu'il n'y a plus de GHT après. Sur les DAC, c'est aussi un exemple, donc les dispositifs d'appui à la coordination. On vous dit que au 26 juillet 2022, il faut que tous les dispositifs existants, donc les MAIA, les PTA, les réseaux, intègrent un DAC unifié. Ça, c'est le principe dans la loi. Mais on ne va pas jusqu'au bout de la logique, parce qu'il y a des questions très concrètes derrière qui se posent. Je vais vous donner un exemple, c'est celui des personnels qui sont rattachés à ces activités. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils suivent l'activité, sachant qu'on ne sera pas forcément exactement sur les mêmes postes? Est-ce qu'ils restent auprès de leur employeur d'origine? Ça, en fait, la loi ne l'a pas réglé. Alors, on peut le comprendre aussi parce qu'on s'est dit que peut-être que les acteurs veulent s'approprier le sujet et ils font un peu comme ils peuvent. Mais au final, ça pose des vraies questions. Et aujourd'hui, je reviens sur cet exemple de transfert des personnels, en fait, on laisse le choix aux structures, sauf que d'une structure à l'autre, ils ne sont pas d'accord. D'un DAC à l'autre, ils ne sont pas d'accord. Donc il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de cohérence. Et derrière, ça va être source de contentieux. Voilà. Ça fera du travail pour les avocats, vous allez me dire. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous quatre.